Alors, il y a quelqu'un d'intéressant que vous avez aussi interviewé, c'est celui qui a fait une sorte de Facebook à la française, c'est Waller. Oui, et qui Thomas disait, Forêt. Voilà, Thomas Forêt, et qui disait, bah oui, c'est aussi au rôle de l'État, des fois, que de nous encourager. On ne va pas nous forcer, hein, c'est déjà fait avec le pass sanitaire, mais peut-être nous encourager ou encourager les administrations, les collectivités territoriales, et de dire, bah oui, en même temps, ils revendiquent le fait que ce n'est pas forcément anti ou contre ou à côté de Facebook, c'est autre chose pour d'autres usages. Alors, parce que oui, Thomas Forêt mettait le doigt sur quelque chose de très important et qu'on entend souvent, et qui est une grosse différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on n'a pas ce qu'on appelle de Small Business Act, et qui permet notamment à l'État de commander directement, de passer des commandes publiques directement à des entreprises françaises. En plus, la réglementation européenne interdit de privilégier, de faire une préférence nationale, de choisir une entreprise parce qu'elle est française plutôt qu'une autre parce qu'elle ne l'est pas. Elle l'oblige à considérer, lorsqu'il y a un appel d'offres pour, je ne sais pas quoi, un tous anti-Covid ou autre, quoique tous anti-Covid, je crois que justement, ils ont un peu contourné le truc. Mais en théorie, il faut mettre tout le monde à égalité, hein, respect de la concurrence. Et c'est un peu ça le problème, c'est ce type de financement qui manque. Et c'est ce type de financement qui a créé l'hyperpuissance numérique américaine. Qu'est-ce qui a fait l'hypercroissance et la puissance de Google, de Facebook, etc. C'est notamment la DARPA, le bras armé Internet aux États-Unis. Internet aux États-Unis, qui a passé des contrats mirobolants à ces entreprises. Ils leur ont demandé ceci, cela, etc. Et ça a injecté des milliards dans le circuit. Et c'est ça qui les a construits. Et nous, on n'a pas ça. Donc c'est ça dont souffrent les entreprises, les petites et les entreprises moyennes françaises de technologie. Et ça, c'est un truc que moi j'entends très souvent, de plus en plus souvent. Il nous faudrait un Small Business Act français ou européen, etc. C'est un peu, alors là on parlait de la réglementation, c'est un peu le revers de la médaille de la réglementation, tout ça. Alors, hors réglementation, moi, je pense qu'on est un petit peu obligé de l'évoquer, même rapidement. Il y a évidemment la cybercriminalité, le déni de service, vous pouvez en dire deux mots, les fuites, il y en a eu récemment avec Frances Haugen chez Facebook. Alors, je ne mélange pas tout ça entre lanceurs d'alerte et déni de service et rançongiciel. Alors là, actuellement, c'est les hôpitaux qui sont ciblés. Ça fait vraiment... Ça dégoûte un petit peu. Ouais, ils ne sont pas vraiment ciblés, ils tombent dans le panneau parce que c'est les plus fragiles. C'est-à-dire que les rançongiciels, c'est des machins que les pirates balancent sur le réseau, comme ça, sans calculer, la plupart du temps. Ce n'est pas ciblé, mais qui va être touché? Ceux qui ont des systèmes informatiques complètement pourris, en l'occurrence les hôpitaux. Les Windows un petit peu anciens. Pour plusieurs raisons, pour des raisons financières principalement, bien sûr, économiques, donc on n'a pas mis à jour les trucs. Il n'y a pas forcément les équipes suffisantes pour mettre à jour au fil de l'eau, et aussi pour des contraintes, je crois, des contraintes techniques, ils utilisent des tas de logiciels différents, dont certains sont anciens, dont certains ne sont pas mis à jour. Beaucoup sont d'ailleurs français, et du coup, ils ne peuvent pas mettre à jour leur système d'exploitation parce que sinon le logiciel ne fonctionne plus. C'est un serpent qui se mord la queue. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Et il se retrouve hyper fragilisé et il se retrouve face à des rançongiciels. Après, la cybercriminalité au sens large, c'est un truc incroyable, c'est un tonneau des Danaïdes. Pas plus tard qu'hier, j'étais à un déjeuner avec des spécialistes de la cybersécurité qui nous racontaient comment ça se passe, mais donc on est dans une économie parallèle, on est dans une mafia, voilà, avec un marché noir. Vous avez le darknet où s'achètent et se vendent les datas lorsqu'elles sont piratées, mais aussi les outils, c'est-à-dire que vous avez des entreprises qui créent des outils de cyberattaque et puis qui les vendent à des petits sous-traitants, exactement comme ça pourrait se passer dans le monde j'ai envie de dire, c'est comme autorisé. Le marché du cannabis avec son marketing. Ouais, tout à fait. J'ai entendu dire qu'on donnait des petits morceaux de data en disant si vous voulez le reste, on vous garantit qu'on l'a, on vous prouve qu'on l'a. Donc ça c'est telle valeur. Enfin, c'est très structuré. Ah, c'est très structuré. Et avec des gens souvent, c'est pas on le redit, mais souvent très très jeunes. Oui, mais il faut sortir de la tête l'idée du petit génie dans la chambre de sa mère qui arrive à pirater la NSA. C'était peut-être vrai à une époque, il y en a eu 3, mais
C'est plus du tout comme ça. Plutôt des groupes. C'est des bataillons, c'est des groupes, c'est des collectifs. Et puis après, vous avez même des organismes d'État qui font ça. Vous avez des armées chinoises, russes et aussi américaines et aussi européenne. On n'en parle pas trop, mais en plus, il y a eu la doctrine militaire en France a changé et désormais, on n'est plus seulement sur la cyberdéfensive, on peut être dans certains cas sur la cyberattaque. Après, chacun a ses valeurs. Pourquoi est-ce qu'on cyberattaque? Est-ce qu'on cyberattaque pour des raisons, pour défendre nos valeurs, pour des raisons quelque part de cyberdéfense, hein. Si tu veux pas la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais il y a d'autres États, ça va être plus pour des raisons économiques. Sans état d'âme. On pourrait presque dire qu'on a un peu stigmatisé la Russie à un moment donné, ou l'Est de l'Europe, en mais disant tout le ça monde vient y de est. là, alors que ça venait pas toujours de là d'ailleurs. Non, non, absolument, ça ne vient pas toujours de là. Non, parce que c'est rigolo, parce que ces entreprises qui font de la cybersécurité, d'ailleurs, elles se refusent souvent à faire ce qu'elles appellent de l'attribution, c'est-à-dire elles détectent une attaque, un mode opératoire, les outils, elles racontent tout ça, même le groupe. Elles disent, nous, c'est tel groupe, on le reconnaît, on l'a déjà connu avant, mais elles ne disent pas d'où ça vient. Parce que dire d'où ça vient, c'est mettre le doigt dans un truc super touchy. S'ils ont ne serait-ce que des salariés qui travaillent dans le pays en question, si ça va à l'encontre des intérêts du pays auquel ils appartiennent, etc. Ça crée des gros problèmes ça crée des gros problèmes. Oui, alors que le pays en soi n'est pas forcément d'ailleurs coupable de ce qui se passe sur son. Après, il y a plusieurs IP. C'est ça, ce qui est passionnant, je trouve, et fascinant à la cybercriminalité aujourd'hui, c'est qu'on met tout dans le même panier, mais en fait, vous avez des tas de choses différentes. Vous avez des petits malfrats des rues qui essayent de se faire du fric, et puis vous avez des services de renseignement qui défendent les intérêts de leur pays. Oui, aussi. Oui. Alors, bon, on est obligé d'évoquer la voiture autonome. Rapidement, vous pouvez dire deux mots aussi sur Tesla, y compris sur son développement autour de la Terre avec les petits trains. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que récemment, vous avez interviewé quelqu'un qui vous proposait une voiture volante. Alors moi, j'avoue que, grand amateur du cinquième élément, on les attend tous depuis longtemps. Moi, je me rappelle… elle devait arriver en l'an 2000. Voilà. Moi, je me rappelle, dans les années 80-90, on regardait au Nouvel An, on se disait, les voitures, elles ne changent pas trop. Puis même en 2000, on était très déçus de voir des Clio alignés. Donc, c'est quand la voiture volante? Non, je plaisante, mais c'est… pour le coup, elle est en préparation, là, maintenant. Hein. Le truc dont vous parlez… c'est rigolo, c'est un marché, il y en a plusieurs dans le monde, il y a plusieurs entreprises qui préparent ça, et moi j'avais interviewé une start-up française du sud de la France, que j'ai rencontrée à Dubaï, où ils essaient de vendre leurs trucs. Ce ne sont pas des voitures, c'est pas le taxi ou la voiture volante, c'est la voiture de course volante en fait. Vous savez, je crois que ça s'appelle Pod Racer dans Star Wars. Star Wars, je sais plus lequel c'est. Donc le 4e. D'accord, voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Et donc, ça va arriver, c'est super rigolo. Et on commence à voir de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux de gens qui sont en train de fabriquer ces trucs-là. Après, la voiture volante, elle est en préparation. Elle devrait voir le jour à Paris pour les Jeux Olympiques. Mais est-ce que c'est une voiture volante, un drone unipersonnel? Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour l'instant, ça ressemble plus à des drones. Oui, ce ne sera pas une voiture, c'est-à-dire qu'il ne roulera pas. Il ne roulera pas sur le sol. Mais ce n'est pas un truc hybride. C'est plutôt à hélice. C'est que à hélice. Pas à réaction, quoi. Ah ben non, non. Oui, mais c'est marrant parce qu'il y a deux écoles là-dessus. Effectivement, tout le monde va vers le moteur électrique. Et puis, vous savez, le type qui a inventé le truc avec les fusées, Zapata. Très bien aux US. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais avec… Frankie Zapata, je crois, il s'appelle. Et lui, j'avais interviewé, il me racontait, il me disait, mais moi, je n'y crois pas au truc électrique. La solution, c'est le réacteur. Ah bon? Et oui, parce qu'il n'y a que le réacteur qui permet ceci, cela, etc., la puissance, l'autonomie et tout ça. Donc on est déjà sur des querelles d'experts, en fait. Et il y a plein de prototypes de voitures volantes en préparation. Les premiers qui avaient fait ça, c'était des Chinois. Ils sont en train de passer quasiment à des vols pré-commerciaux. Et puis Uber avait à Paris un centre de recherche pour travailler là-dessus, où ils étaient en train de voir comment on pourrait, dans le futur, faire un héliport en haut de la tour Montparnasse qui relierait l'aéroport de Roissy, l'aéroport d'Orly, etc. Un peu comme des hélicoptères finalement, mais ils ont fermé ce centre de recherche, ce qui est dommage. Et donc il y a des trucs en préparation. Après, la vraie question, c'est que bon, c'est génial, on va se régaler, mais en fait, il y a 10 personnes qui vont se régaler, quoi, parce que ça va être un truc d'hyper riche. C'est clair, et puis… Même si… ils affichent la volonté de faire le contraire, mais bon.